Salut les amis, nous nous retrouvons à Le Mans avec un temps un peu pluvieux, on peut le dire. On va aller s'abriter dans le laboratoire de Vincent Léniel. Il est écologue, il étudie les super-héros de la biodiversité. Ben oui, je vous jure, ça existe. Ils ont des adaptations aux conditions extrêmes. Bon, c'est un peu comme en ce moment pour nous, hein. Allez, on le retrouve tout de suite. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine. Salut Vincent. Bonjour. Alors, une petite présentation peut-être. Que fais-tu exactement dans la vie ? Alors en fait, moi je suis enseignant-chercheur en biologie de l'adaptation, donc à l'université du Mans, donc dans la Sarthe. Je répartis mon temps entre l'enseignement, donc moi je donne des cours au niveau de la 3e année de la licence jusqu'au master, dans différents domaines, donc dans l'écologie, l'écotoxicologie, c'est l'impact des polluants sur le vivant. Donc au niveau de la recherche, je travaille sur l'étude des mécanismes d'adaptation des organismes marins. Comme par exemple le crabe, comme le crabe, qui est juste voilà, devant nous là. Tout à fait, aux contraintes de l'environnement. Et comme je suis affilié au laboratoire Mère Molécules Santé, eh bien, je me focalise sur les animaux marins. D'accord, ok. Donc l'objectif, c'est de comprendre comment les animaux, certains animaux, arrivent à vivre dans des conditions qui, pour nous seraient énormément drastiques, comme des fortes températures, le manque d'oxygène. Des conditions extrêmes en fait pour le vivant. Alors une question qu'on pose à beaucoup de chercheurs et de chercheuses, c'est qu'est-ce qui t'a amené en gros à ce métier d'enseignant-chercheur et quels étaient un peu les héros, si on peut dire, de ton enfance? Qu'est-ce qui t'a motivé, poussé justement vers ce métier? Alors en fait, déjà, comme beaucoup de gens, je pense naturellement, j'étais très sensibilisé à tout ce qui était au niveau de la nature, du vivant déjà. Et c'est surtout au niveau de l'adolescence où, quand j'ai commencé à me documenter beaucoup plus sur la biologie, j'ai été très influencé par le travail de 2 personnes particulièrement, 2 primatologues qui s'intéressaient au comportement des grands primates. C'était Diane Fossey et Jane Goodall, qui respectivement ont travaillé sur les gorilles et les chimpanzés, qui ont changé notre façon d'aborder la relation qui existe entre l'homme et les animaux. Aussi bien au niveau de l'étude, mais au niveau de la position de l'homme par rapport à l'animal. Après, par la suite, actuellement, parce que j'enseigne beaucoup dans ce domaine-là, il y a un chercheur qui est très important pour moi, c'est Charles Darwin, qui est donc, comme vous le savez, le père de la théorie de la sélection naturelle, tout à fait. qui a formulé en fait sa théorie sur l'accumulation d'observations, d'analyses de faits qu'il a accumulées pendant pas mal d'années, et qui démontre que dans la nature, on a une modification du vivant impulsée par les conditions de l'environnement qui vont sélectionner les individus les plus adéquats, les plus adaptés, comme on dit, aux conditions de l'environnement. C'est ces individus qui vont survivre et qui vont pouvoir se reproduire et transmettre leur information aux générations ultérieures. Alors Vincent, de quoi es-tu le plus fier à l'heure actuelle? Alors en fait, si tu permets, le terme fier, je trouve que c'est assez fort, donc je préfère, c'est de quoi je suis le plus content en fait de mon travail. C'est quand j'arrive à voir l'enthousiasme et la motivation des étudiants lorsque je développe avec eux en fait leur projet d'études. Donc c'est plutôt un mélange de périodes avec une forte dominance de cours ou une forte dominance de recherche ou lors des vacances, je dirais, ou au cours de certaines après-midi, plus de recherche biographique. Mais après, tu as quand même du travail de laboratoire sur la paillasse où tu vas vraiment, là, à ce moment-là, expérimenter. Bien sûr. Ouais. En fait, on va à la fois faire des expérimentations sur animaux. Nous, on est donc un laboratoire de biologie marine, donc on travaille sur d'organismes aquatiques, marins. Donc on a des aquariums au sous-sol dans lesquels on va pouvoir soumettre des animaux, des variations de paramètres environnementaux. Et puis après, on va analyser par la biologie moléculaire leur mécanisme de réponse. Donc là, effectivement, c'est des périodes d'expérimentation, d'analyse en biologie moléculaire. Et la finalité derrière, c'est qu'on retourne à l'ordinateur pour analyser les résultats. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est surtout une période effectivement qui est indispensable, on va dire de 3-4 mois sur l'année, où on va pouvoir accumuler des données, soit personnellement, soit par le biais des étudiants qui sont en stage avec nous. Et alors, est-ce que, vu qu'on t'a demandé, comme tous les chercheurs et les chercheuses que nous avons interviewés pour le moment, d'amener un objet qui représente un petit peu leur travail de recherche, alors toi, qu'est-ce que tu as choisi? Alors en fait, ce que j'ai choisi, ce qui va pouvoir... C'est pas un matériel de laboratoire, non. ça, non. Ce qui va peut-être vous paraître un petit peu surprenant,
Moi, j'ai choisi un Rubik's Cube parce que je travaille donc sur les mécanismes d'adaptation des animaux aux contraintes de l'environnement, donc sur les fonctionnements des écosystèmes, malgré le fait que je sois surtout au niveau moléculaire. Et en fait, pour moi, un Rubik's Cube, c'est une image très intéressante qui représente un écosystème. C'est-à-dire qu'un Rubik's Cube est fait de pièces qui ont chacune leur particularité, puisqu'on voit qu'elles ont des couleurs différentes. Elles ont une capacité de mouvement qui leur est propre, hein, mais qui est toutefois limitée par la présence des autres pièces à côté. Et un écosystème, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un écosystème, c'est un ensemble, non pas de pièces, mais d'espèces, qui sont en interaction les unes avec les autres, hein, ce qu'on appelle un réseau d'interaction. Donc il y a de la compétition, de la prédation, du parasitisme, de la coopération. Et chacune des pièces va avoir un comportement qui est conditionné par la présence des autres espèces. Et en fait, on s'aperçoit qu'au cours des études, la nature va toujours détruire ces limites que fixe l'homme, et qu'on trouve toujours une espèce qui est capable de vivre dans des conditions qui nous semblent, pour nous, dites entre guillemets extrêmes. On a par exemple, pour la température, on avait il y a quelques années défini qu'au-delà de 100 degrés, la vie ne pouvait pas être soutenue parce qu'à 100 degrés, la vitesse de dégradation de la matière du vivant est supérieure à sa vitesse de production. Et bien dernièrement, on a découvert des organismes fort simples, des archéas, ce qu'on appelle des archéas, mais qui ont besoin de 125 degrés pour se multiplier. Et donc en fait, vous avez des exemples comme ça pour qui repoussent ses limites. Qui repoussent à chaque fois les limites. On a des organismes qui peuvent tolérer le vide spatial, comme le tardigrade qui avait dans le nez sur une navette spatiale. On a des organismes qui vivent dans le soufre, on a des organismes qui vivent dans des salinités extrêmes, comme dans la mer Noire. On a des organismes qui vont vivre en manque d'oxygène. Et à chaque fois, on a des mécanismes moléculaires qui ont été sélectionnés au cours du temps et qui ont permis à ces organismes-là justement de vivre aisément en fait, dans ces conditions-là. Donc c'est un petit peu des super-héros, d'où l'idée du coin des super-pouvoirs, les super-héros de la nature qui vont toujours repousser en fait, nos limites. Avec des super adaptations par rapport à leur milieu qui est des fois assez excentrique. Exactement, si on peut dire. Tout à fait. Donc ils vont effectivement être toujours des vainqueurs, des winners en fait, des conditions drastiques que l'on peut rencontrer. Merci beaucoup Vincent. De rien, avec plaisir. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui, notre petite discussion avec Vincent. Si vous voulez en savoir plus sur les super-héros de la biodiversité, c'est très simple, il suffit de retrouver Vincent le 29 septembre lors de la Nuit européenne des chercheurs et vous pourrez lui poser toutes vos questions, tout ce que vous voulez savoir sur ces célèbres super-héros de la biodiversité. Pour le moment, je vous invite à en savoir plus sur la Nuit européenne des chercheurs et donc à d'aller bien sûr sur leur site internet et puis aussi d'aller sur notre chaîne pour découvrir un peu notre périple, notre voyage à travers toute la France pour découvrir les 6 chercheurs et chercheuses de la Nuit européenne des chercheurs et bien sûr ils ne sont pas les seuls. Allez, sur ce, à très bientôt et portez-vous bien. Now I'm standing in our ashes,